Bienvenue sur Espagnol tout simplement. Je m'appelle Miren Chou, je suis professeure agrégée d'espagnol et j'ai créé le site leblogdespagnol.com pour t'aider à progresser facilement en espagnol. Si tu es à la recherche de ressources, d'astuces et de stratégies pour simplifier ton apprentissage et accélérer tes résultats, tu es au bon endroit. Dans ce podcast, je partage avec toi des outils précis et concrets pour t'aider à atteindre tes objectifs en espagnol dans la joie et la bonne humeur. Alors, installe-toi confortablement et c'est parti pour l'épisode du jour. Hola a todos y bienvenidos dans ce nouvel épisode d'Espagnol tout simplement. Aujourd'hui, dans cet épisode numéro 71, on a un format un peu spécial car pour la première fois, je ne suis pas seule derrière le micro. J'ai le plaisir aujourd'hui d'accueillir non pas un, mais deux invités exceptionnels, Alexei et Eduardo, de retraite en Espagne. Ces deux experts accompagnent depuis plusieurs années les francophones qui rêvent de s'installer en Espagne et leur apportent des conseils avisés et une expertise précieuse sur l'achat immobilier. Si j'ai voulu les inviter, c'est parce qu'ils partagent des valeurs qui me tiennent à cœur, bienveillance, pédagogie et transparence. Leur approche, à la fois professionnelle et humaine, aide de nombreux francophones à s'expatrier et à éviter les erreurs classiques pour réussir leur projet d'installation en toute sérénité. Dans cet épisode, on va parler longuement de tout ce qu'il faut savoir avant d'acheter en Espagne. Les démarches essentielles, les pièges à éviter, les différences entre les systèmes français et espagnols, et bien sûr, quelques anecdotes croustillantes sur les erreurs les plus fréquentes. Alors si toi aussi tu rêves d'un petit nid sous le soleil espagnol, reste bien à l'écoute, cet épisode est fait pour toi. C'est parti pour cette discussion passionnante avec Alexei et Eduardo. Bonjour à tous les deux, est-ce que vous pouvez vous présenter brièvement ? Bonjour Myrène et bonjour à toi auditeur. Alors il y a déjà beaucoup de choses que tu viens de dire à notre propos. Alors oui, effectivement, nous sommes chasseurs immobiliers, nous sommes vraiment centrés sur l'accompagnement donc à l'achat et l'installation en Espagne. Il faut savoir qu'on offre la prestation la plus complète de la péninsule ibérique et aussi la plus attractive. Donc, c'est une histoire un peu particulière parce qu'en fait, cette idée, c'est Eduardo qui l'a eue il y a déjà pas mal de temps, mais il n'avait jamais rencontré la personne adéquate avec qui fonder cette agence. Et donc, ben, finalement, on l'a fondée tous les deux parce qu'on est compagnons de travail, mais aussi compagnons dans la vie. Eduardo, tu as quelque chose à ajouter? Bon, tu as fait un bon résumé de la situation actuelle. Ok. Bon, je m'appelle Eduardo et bon, d'abord, je suis économiste de formation, d'accord, et j'ai travaillé toute ma vie dans l'immobilier, et particulièrement l'immobilier international. Et il y a comme directeur de plusieurs projets immobiliers. Donc, à cause de ça, être en relation avec plusieurs agences immobilières qui fait des prestations et d'accompagnement pour l'achat pour les étrangers, d'accord, de toutes les nationalités. J'ai vu que vraiment n'est pas seulement en question de choisir un bien et acheter. Quand on parle d'un acheteur international qui va acheter et qui se va installer dans un nouveau pays, les soucis sont plus compliqués. D'accord? Il manque plus d'accompagnement, il y a plus des services que seulement montrer, ouvrir la porte, montrer une maison, aller et passer un contrat de réservation. D'accord? Là, c'est plus compliqué. Donc, on trouve que c'est nécessaire. OK? C'était accompagnement spécialisé. OK? Que ça couvre, bien sûr, tous les aspects reliés à les biens immobiliers, mais même, avec toute la démarche administrative parce on doit être très clair. On va changer un vie administrative dans un pays ou un nouveau vie administrative dans un nouveau pays. Donc, il y a toute une vie administrative à changer. Donc, et il manque de patience et de travail. Et justement,
Qu'est-ce qui, à votre avis, attire les Français? On entend dire qu'il y a beaucoup plus en plus de francophones qui souhaitent rejoindre l'Espagne définitivement et venir habiter dans ce beau pays. Qu'est-ce qui les attire? Une des premières choses, c'est la qualité de vie. OK? Ce matin même, client, ami, qui va devenir associé, OK? Il habite en Normandie. Et la première chose qu'il m'a envoyé ce matin, c'est une photo de son jardin. Avec 40 centimètres de neige. Et il a fait la même chose quand je bois le café à la terrasse avec un chemise. Simple, d'accord? Il dit, écoute, on a à 8h30 20 degrés ici. Donc, ça, c'est les premiers points. Parce que on va dire, nous, les secteurs que l'on connaît, que l'on couvre, c'est Alicante, donc région d'Alicante, Murcia et Almeria. Et dans qualité de vie, bien entendu, on va inclure le soleil. Plus de 300, jusqu'à plus de 320 jours de soleil sur toute cette côte, avec des températures hivernales aussi en journée autour de 17 degrés. Donc, c'est l'idéal et ça donne envie. Il y a aussi des autres aspects importants, d'accord, qui sont surtout reliés à niveau économique, ok? C'est à niveau des pressions fiscaux, ok? Les pressions fiscaux, surtout en France, c'est plus élevé qu'en Espagne. C'est vrai, c'est vrai. Je suis sûr qu'il y a quelqu'un, non, les impôts, les tranches pour les impôts de les revenus en Espagne sont plus élevés que les tranches en France. Oui, c'est vrai, les tranches. Mais la totalité de la somme globale des impôts, c'est moins ici qu'en France. On verra l'avenir, hein, d'accord? On verra. Mais pour le moment, il reste moins cher. Évidemment, les implications à niveau du coût de l'immobilier, surtout du coût de la vie, ok? Écoute, je parlais comme en espagnol, d'accord? On va presque tous les ans à visiter à des amis, la famille en France. Donc, il y a connaissance de la situation, d'accord? Et mon règle, et je l'explique à tout le monde, avec un montant d'argent, ça va dire 50 euros, en France, j'achète la moitié. En France, c'est le double à niveau de la nourriture dans le C'est supermarché. bien entendu, on se base sur la région où nous on habite, à Murcia. Nous, on va dans le sud, en Provence, parce que je Ouais. suis native de là-bas. Et c'est vrai que là, on voit une certaine disparité au niveau du quotidien. Et ne parlons pas de l'immobilier. Oui, non, non, c'est Ça, une autre histoire. Mais évidemment, on parle que nous sommes dans une région qui n'est pas très développée à niveau touristique. C'est vrai que, par exemple, il y a certaines villes en Espagne que les coûts de la vie, c'est à niveau équivalent qu'en France, Oui, par d'accord? Marbella, Mais on etc. conseille à notre client d'éviter certains coins, d'accord, qu'il ne reste pas assez attractif, ok, à niveau économique. Et des autres points positifs, pourquoi les francophones? Parce que pour moi, je ne fais pas la différence entre France, la Belgique et la Suisse. Pour moi, c'est les francophones à niveau général. Et c'est aussi que notre culture, notre relation historique, c'est plus proche. OK? Ça veut dire que pour un France francophone, c'est facile et vite de s'intégrer en Espagne. D'accord? À niveau des cultures, à niveau de la langue, parce on partage une langue avec les mêmes racines, c'est latin, donc c'est facile d'apprendre. D'accord? Tous les Français que je connais qui habitent ici depuis des années, à la fin, toutes arrivent à parler en espagnol, en On va d'accord? espagnol. dire que Donc, il y a un facteur culturel important. et justement, cette facilité de langue, c'est ce qui attire. Parce que, par exemple, il y a des personnes qui nous disent, nous, on aurait apprécié nous retraiter en Grèce. Et pourquoi ils ne l'ont pas fait? Ben, parce que le langage, la langue, trop compliquée pour eux. Tandis que l'espagnol, ben, voilà, beaucoup plus simple Oui, oui. à apprendre. Sur le côté culturel, je rajouterai, je vais faire parler, on va dire, mon côté français. Ce que les francophones et français apprécient aussi de l'Espagne, c'est, on va dire, cette bienveillance générale. Les Espagnols sont très accueillants. C'est, comment dire, facile de créer une relation avec un Espagnol, surtout dans les régions que nous, on connaît et qu'on couvre. Pourquoi? Parce qu'il y a une certaine... oui, c'est le côté latin, le côté ouvert. Ils vont être aidants, par exemple. S'ils ont en face d'eux quelqu'un qui est en train d'apprendre l'espagnol et qui a quelques difficultés, ils vont être patients. Ils vont pas se permettre de corriger avec véhémence. Ils vont toujours le faire avec bienveillance.
Donc ça, c'est quelque chose aussi qui plaît. On va dire ce soleil qu'on a dans le ciel, mais qu'on a aussi dans le cœur des Espagnols. C'est un des points. Il y a Ouais, un autre point qui séduit aussi beaucoup, et ça, c'est plus un point, est-ce que je peux dire féminin, parce que ça nous touche peut-être plus nous les femmes, mais c'est la sécurité. C'est-à-dire que les femmes ici, expatriées, francophones, se sentent beaucoup plus en sécurité que dans leur pays d'origine. Par exemple, elles vont sortir entre filles, elles vont sortir le petit chien même tard dans la nuit, elles vont faire des choses qu'elles ne feraient peut-être pas dans leur pays d'origine parce qu'elles se font embêter dans la rue, etc. On ne se sent pas en sécurité. Donc ces dernières années, on va dire que les deux points qui ont vraiment primé sur l'expatriation en Espagne, c'est le coût de la vie et aussi la sécurité. Mhm. Qu'est-ce qu'on pourrait rajouter en atout qui plaît vraiment aux francophones? Parce qu'après, on passe plutôt sur l'aspect playa, donc c'est pas pour tout le monde, mais oui, il y a quand même le côté plage qui attire une certaine catégorie de personnes, parce qu'il y a des gens qui ne sont pas du tout intéressés par la plage. Mais oui, le côté plage est accessible, accessible au niveau financier, que ce soit sur on va dire le quotidien, mais également immobilier. et évidemment, un facteur très important, c'est la clim qu'on a ici, que ça nous permettrait, je pense que la clim n'est pas seulement, ah, est-ce qu'il fait beau, il fait soleil, je suis à la terrasse, il fait chaud. La clim, il y a des autres aspects qu'il a des implications sociales. Ça te permettrait de profiter plus de la journée, Hmm. profiter plus de se balader. Donc, ça fait beaucoup plus de relations sociales, interactions sociales, d'accord, entre l'argent. Et aussi, il y a un point à considérer qui est, à les femmes, c'était point de l'Espagne et de l'Europe. Et c'est un point que tout le monde de tous les pays de l'Europe, il cherchait pour se expatrier, pour se Notamment, retraiter. la Costa Blanca notamment. Ouais, Oui. mais ça, il crée plus d'options de faire plusieurs relations avec des gens qui sont dans la même situation que vous, qui sont de nouveaux, qui viennent arriver. Donc, vous ne te sentez pas trop étranger, Oui, d'accord? c'est-à-dire que Tu vois qu'il y a beaucoup, parce que honnêtement, par exemple, dans notre village où on habite, il y a plus d'expatriés, ok, que Ouais. des nations. Mhm. Que vous pouvez voir, on parle d'un ville de 40 000 habitants. mm, Que nous ne sommes D'accord. pas un pays, c'est un village, ok, pour les Espagnols c'est un village, mais n'est pas un village parce que le nombre de gens qu'il y a sont on, si grands. on pourrait également ajouter dans un attrait qui plaît, mais ça après c'est en vivant sur place, on va dire que les gens Mhm. s'en rendent compte, c'est le côté festif de l'Espagne. Parce que là, par exemple, on sort seulement de 2 semaines de festivités dans le village voisin et on dirait que ça ne s'arrête jamais. Donc, pour revenir à ce que dit Eduardo, le climat qui encourage, on va dire, les gens à sortir, ben, il y a aussi toutes ces festivités qui peuvent être importantes, comme par exemple la Semaine Sainte, et puis d'autres petites fêtes qui peuvent être de ville, de village, mais aussi de quartier. C'est-à-dire qu'on a les quartiers qui ont leur fête patronale. Alors qu'est-ce qui se passe comme c'est toute une partie de la ville ou la ville qui est en ébullition, les gens sortent, les gens sont attirés et communiquent. Donc ça après, c'est un point que les gens nous disent une fois installés. Ah oui, c'est un atout aussi d'avoir une Oui, ambiance que eux n'ont plus dans leur pays d'origine. Donc ça oui, aussi, c'est sûr, je pense que c'est un complètement. atout. D'accord. Et alors, pour les convaincus, pour les francophones qui ont décidé de passer à l'action et de s'expatrier dans la zone que vous couvrez, quelles sont les premières étapes de la recherche du bien immobilier? Comment on s'y prend pas à pas? Tu vois, un déchet. Mhm. Alors tout d'abord, on établit un premier contact par mail. Normalement, les personnes qui nous contactent vont un petit peu faire une ébauche, on va dire, de leur projet, et nous, on leur répond par un questionnaire, mais un questionnaire très basique, savoir quel type de propriété ils cherchent. Est-ce que c'est une maison indépendante? Est-ce que c'est un duplex? Est-ce que c'est un appartement? Voilà, nombre de chambres, localisation. Est-ce qu'ils ont déjà une idée? Ils veulent dans un secteur en particulier ou on reste sur, par exemple, bon, la région d'Alicante? Ensuite, on va demander s'il y a d'autres caractéristiques qui sont importantes pour eux, par exemple une piscine privée ou communautaire,
se trouver proche d'un hôpital. Parce que quand on s'appelle retraite en Espagne, on a des gens qui sont en très bonne forme et puis ben, il y a des personnes qui ont besoin de soins. Donc pour eux, on va dire la proximité avec un centre de santé et un hôpital est vraiment primordiale. Ensuite, on va aussi demander quelles sont les distances, donc pour notre contact, les distances idéales par rapport à la plage, par rapport au service. Nous, d'office, on va appliquer, on va dire, des caractéristiques, c'est-à-dire que jamais on va envoyer un client dans le fin fond de la montagne, parce qu'on repense premièrement en termes de revente. On sait qu'une maison très isolée sera toujours compliquée à revendre. Et ensuite, on pense aussi ben, à notre client. Voilà, il est à la retraite, si pour l'instant il est valide, peut-être que dans 10 ans, il y aura, on va dire, une lassitude à prendre le véhicule et à faire 30 minutes en voiture pour aller chercher une baguette de pain. Donc, nous, on a quelques paramètres qu'on va appliquer d'office, comme l'accessibilité aussi. Bien penser à une propriété qui va être facile d'accès, pas un chemin caillouteux, boueux, qui, par exemple, peut passer dans un lit de rivière. Ça nous est arrivé dernièrement dans une recherche immobilière. On avait trouvé une jolie maison, très bien, et puis bah, pour y accéder, il fallait passer par un lit de rivière. Qu'est-ce que ça veut dire? Dès qu'il pleut, la maison est inaccessible. Donc, voilà, on fait attention Ça aussi à complique ça. les choses, effectivement. Voilà. Bien entendu, on demande quel est le montant maximum de notre contact. Et puis ensuite, on va nous répondre avec le questionnaire complété. Alors, soit ce n'est pas réalisable et ensemble, on va trouver quelques ajustements qui vont rendre ce projet réalisable, soit ce n'est pas du tout possible, et là, bien entendu, on informe notre interlocuteur en lui donnant ben, l'autre option qui est, je veux dire, le seul moyen pour qu'il puisse profiter quand même de l'Espagne, c'est-à-dire la location, mais nous, on s'en charge Mm. pas, donc il devra trouver de son côté. Et puis, si tout nous semble bien, ou on a besoin de quelques petits ajustements, ben, on convient d'un rendez-vous téléphonique ou par vidéo, ou directement dans nos bureaux si la personne a prévu de venir très prochainement. Donc, D'accord. on discute ensemble. Il faut savoir qu'on accorde beaucoup de temps à la connaissance, non pas tant d'un projet, mais de la personne. Parce que ça, allez, nous dire la maison idéale ou l'appartement idéal, quasiment tout le monde est capable de nous le dire. Mais après, se décider sur une localisation, en choisir une en particulier, etc., là, ça devient un peu plus compliqué. Pourquoi? Ben parce que la majeure partie du temps, ce sont des personnes qui ne connaissent pas trop l'endroit où ils vont s'installer ou qui sont venues il y a très longtemps. Et donc, ils pensent dans un premier temps à maison, appartement, mais pas environnement. Mm. Et ça, c'est très important. C'est important parce que, comme disait Eduardo tout à l'heure, eh ben, par la suite, ce sont des personnes qui vont vouloir sortir, de faire des amis, c'est humain, c'est normal. Donc, il est important de savoir qu'est-ce qu'elles veulent, ces personnes. Est-ce qu'elles veulent être avec des francophones? Est-ce que c'est très important pour eux? Parce qu'elles n'ont pas envie d'apprendre l'espagnol, ce qui est une terrible erreur. On le dit tout de suite, il faut apprendre l'espagnol. Ben, dans ce cas-là, on sait qu'on va devoir les envoyer dans tel endroit parce qu'il y a beaucoup de francophones. Et si au contraire, c'est des gens qui déjà apprennent l'espagnol ou envisagent de le faire, et disent voilà, moi ce que je veux c'est l'authenticité, ben, on sait qu'il y a des endroits qu'on va exclure de direct. Par exemple, Torrevieja, sur la Costa Blanca, ce n'est pas une ville qui va répondre au désir d'authenticité ben, d'un futur acheteur. Donc ça aussi, on le prend en considération. Comment ça se passe ensuite? Ben, quand la personne nous confirme son souhait de travailler avec nous, on formalise tout par mandat de recherche et on lance les recherches. D'accord. Et donc, tu parlais tout à l'heure, tu as dit qu'il y a des gens qui font tout à distance. Il vous arrive de gérer un achat de biens immobiliers complètement à distance? Ou le client se déplace Alors, quand même toujours pour des visites? Alors, c'est arrivé à Eduardo de lui déjà faire des ventes de maisons, mais alors de maisons, c'est-à-dire filmer le terrain. Ça nous a paru un peu étrange parce que Oui, nous, au contraire, on encourage les gens à venir sur place. On leur dit, évidemment. voilà, si nous, ça nous convient, si nous, quand on fait le tour de la maison, de l'appartement, on se dit oui, c'est bien, c'est quand même vous qui allez acheter. On n'achète pas un sac de tomates, on achète une propriété, on achète l'avenir aussi, parce que pour, on va dire, la majeure partie de nos clients, il s'agit de l'achat immobilier, on va dire, oui, du dernier achat immobilier. Donc, c'est important de s'y sentir bien. Alors, on a des gens qui nous disent non, non, on vous fait confiance, on apprécie beaucoup, mais on recommande de venir. On dit faites un aller-retour, s'il faut, on va vous chercher, etc. Mais Mm. à l'aéroport, un peu jusqu'en France ou en Suisse, venez jusqu'à nous. Oui, Voilà, mais on insiste on sur n'insiste pas, D'accord. ok? Oui. n'allez pas jusqu'en France. Jamais acheter une chose pour te faire une vidéo. Ça, dans
bon, mon dernier travail, bon, j'ai vendu des maisons sur un vidéo, il a dit, monsieur, vous êtes fou. Oui. Et je suis honnête, finalement. Oui. J'ai dû expliquer tous les points négatifs, mais Et les points positifs aussi. n'est pas la manière de faire les choses, ok? Nous, Surtout en chose comme c'est un achat immobilier, ok? Oui, donc, oui, on oui. va dire, on peut gérer une partie de notre côté, c'est la sélection de biens, les vidéos, les photos, pour que le client ait une idée avant d'arriver. Après, une fois sur place, là oui, on peut faire à distance. C'est-à-dire qu'il y a des Dans, personnes qui viennent, oui, dans le moment que on a la confirmation de, voilà, ça c'est la maison que je veux, on s'occupe de le reste. N'est pas nécessaire que pour tous les procédés après, qu'il est présent sur place. On on- s'occupe des négociations de prix, concrétiser l'achat avec votre contrat et passer pour les notaires, signer un nom de notre client oui, et parce que liquidation des impôts, bien entendu, enregistrement des propriétés, tout bien ça. entendu, cela se fait avec dérogation notariale, hein. C'est-à-dire que lorsque les clients D'accord. viennent sur place, on prend rendez-vous avec monsieur le notaire. On a d'ailleurs même notre propre modèle à nous maintenant, avec ce qui nous est autorisé de faire, donc ce que tu es en train de décrire, Eduardo. Et là, oui, on peut gérer une partie. Là, par exemple, on a deux. En grande partie, sauf la confirmation de oui, ça c'est la maison que je veux. Oui, mais là, par exemple, actuellement, on a un couple et une personne seule qui nous ont complètement délégué la signature, déjà la signature d'achat, et après tout ce qui est post-achat, et voire même supervision aussi des travaux. Donc, ils ne sont pas encore sur place, ils sont dans leur pays d'origine, on est en train de se charger de tout, et ils vont venir là bientôt voir comment avancent les travaux, voir un petit peu. Mais on fait vraiment tout à distance après. Et on a tout, hein. On a des personnes comme ça et on a des gens qui viennent directement sur place. D'accord. Et donc, si je comprends bien, vous proposez différents packages de services entre enfin, la recherche du bien et l'achat, ou alors le suivi de travaux, un pack beaucoup plus complet qui suit sur une bien plus longue durée, c'est ça? Alors en fait, le suivi de travaux, il reste optionnel. C'est pas tout le monde qui le demande, Mhm. mais on a la chance de travailler avec une entreprise dont le propriétaire est espagnol, mais il est D'accord. francophone, parfaitement francophone, puisqu'il a grandi en France. Donc ça facilite, on va dire, les échanges entre nos clients et lui-même. Donc son entreprise, elle est composée de vrais professionnels, c'est-à-dire que le maçon est un vrai maçon, l'électricien est un vrai électricien. On insiste là-dessus parce que voilà, on sait qu'il peut y avoir un petit peu de tout dans le monde du bâtiment et c'est très important d'avoir du personnel, des ouvriers qualifiés. Et ce qui est aussi bien pour nos clients, c'est que cette personne-là exerce les tarifs espagnols. Donc ça aussi, c'est attractif. C'est-à-dire que nos clients ont accès à un bon carnet d'adresses de professionnels voilà, qui ont déjà fait leurs preuves. Et en plus de ça, à un prix très Il a la attractif. garantie de que ne sera un que pour rien. Oui, voilà, que c'est pas... oui, Ok, nous sommes comme en garantie de protection contre ça. voilà, Bien sûr. c'est-à-dire qu'on protège aussi nos clients sur ce côté-là parce qu'on sait que malheureusement, il y a des dérives, surtout dans les endroits on va dire, très sollicité par les étrangers. Alors, c'est quelque chose qui n'est pas forcément dit, etc. Mais oui, nous, enfin, surtout Eduardo, qui a beaucoup plus d'expérience que moi dans le monde de l'immobilier, lui-même a été témoin, on va dire, de dérives qui peuvent avoir après, par exemple, dans les travaux. Parce que, ben, il y a un abus au niveau des prix. Comme les gens ne savent pas les prix, ben, ils font confiance. Et donc, ils se retrouvent avec des prix belges ou français en Espagne. Hmm. C'est un peu dommage là pour le coup, Oui, effectivement. mais Euh, ça arrive. et du point, pour quelqu'un qui connaît pas du tout le marché immobilier espagnol, il faut compter combien de temps à peu près entre la fin de la visite, on entérine que voilà, c'est le bien que je veux acheter, on est d'accord sur le prix, etc. Et le moment où, s'il n'y a pas de travaux, je peux rentrer chez moi. Il faut compter combien de temps et quelles sont les démarches. Est-ce que c'est très différent du système français? Est-ce que c'est plus compliqué? On entend un peu de tout à ce sujet et ce serait bien que vous nous éclairiez. Bon, bon, cette question, c'est compliqué de répondre. Je vous explique. Et il y a des fois qu'on voit qu'on décide, voilà, ça c'est la maison qu'on va acheter. On demande certaines documentations sur la propriété, d'accord? Et si on voit que tout d'abord il est tout bien, on peut passer à signer.
si le vendeur il est d'accord, parce qu'il y a des fois que le vendeur il n'est pas en Espagne, il doit venir parce qu'il est étranger, il doit vider la maison, ça prend plus de temps. Mais à niveau de capacité d'achat, si la maison il est claire, que tout c'est bien, on fait notre investigation sur la propriété, il ne trouve pas rien, on peut signer dans quelques Dans semaines. très peu de temps, par exemple. Dans le mois, tout peut être fait. Par exemple, la semaine dernière, on avait fait une visite avec un couple de clients qui donc se sont décidés pour acheter cette propriété. On a fait la vérification. Voilà, cette semaine, Eduardo s'en est chargé avec l'avocat. Oui. Tout est au clair. On Tout signe est au clair. mercredi de la semaine prochaine. Mercredi Ah suivant de la oui, semaine c'est très prochaine. très rapide. Mais ça dépend, comme dit Eduardo, là, on va dire la maison est Sa maison qu'il était vient à tous les niveaux. Il n'y a pas d'hypothèque, il n'y a pas des constructions qui ne sont pas déclarées, on ne trouve pas des histoires par rapport à la mairie. on va dire c'était une maison qui OK? était propre. Voilà, propre dans Oui, le sens oui, Oui, juridique. mais si il y avait cas que la maison vient avec plus de problèmes, ok? On a, par exemple, la vente qu'on a fait avant de la dernière, c'est un de cette maison. Il y a presque toutes les choses possibles. Qui était, donc, c'est-à-dire, On a une piscine ou des constructions sur les terrains extérieurs qui ne sont pas déclarés. La piscine, ça fait sans licence. On a aussi une dénonciation d'un voisin qui était confronté avec l'ancien propriétaire, ça veut dire qu'il a mis en dénonciation pour tous ces éléments. La dénonciation n'était pas pour le moment livrée à l'actuel vendeur, ça veut dire qu'on doit, parce qu'on a fait notre recherche à niveau d'imprimerie et on a découvert, oui, il y a une dénonciation sur cette propriété ça complique. Parce qu'en fait, comme lui, Eduardo, il a plus de 20 ans d'expérience dans l'immobilier en Espagne, bien entendu, ça crée des contacts. Et lui-même a, on va dire, exprimé quelques doutes par rapport à certains points. Et quand il est à la mairie, comme tout le monde le connaît, en fait, donc ils ont été très, très aidants avec lui. Ça s'appelle le carnet d'adresses et les relations. Et c'est comme ça qu'Eduardo a su qu'il y avait un expédient qui allait tomber contre cette maison, c'est-à-dire une plainte qui avait été portée par rapport à une pergola qui avait été ajoutée sans licence. Donc ça, bien entendu, ça a beaucoup retardé, la vente quand même, hein. À Beaucoup. peu près Un mois et un mois et demi. demi. Voilà, un mois et demi. Ça peut être plus des fois et ça peut être moins aussi. Mais c'est vrai qu'on a actué vite, on a trouvé le problème, on a discuté avec les représentants du vendeur et d'une manière facile, on a arrivé à trouver une solution, d'accord? On a pratiqué des rétentions sur le prix de vente, et on a déjà réglé avec la mairie combien ça sera l'amende, l'amende sera pour l'autre côté, mais je retiens l'argent et c'est toute une histoire de, Après, ça dépend de gestion du que se type, doit faire. ça dépend du type de bien que les clients vont acheter. Là, on parle sur de la seconde main, donc qui existe, qui est construit. Mais si on passe après sur de la construction en cours, c'est-à-dire sur projet, là, après, les délais vont dépendre de ce que nous est Oui. présenté par le promoteur. Mais non, c'est d'accord. difficile de trouver une maison, parce que si c'est une maison indépendante, aucun promoteur, il te va dire que minimum Allez. un an. Oui, minimum un an, oui. OK? Mm. Mais si on parle d'un complexe d'appartements, ça passe à 12 ans. D'accord. OK? Mhm. OK, les rôles des notaires, en France, le notaire, il va recevoir les fonds, il va pratiquer des liquidations, il va payer les impôts, il va faire tout ça. Ici, d'habitude, il ne le fait pas. Il le fait comme un service extra. D'accord? Mhm. De recevoir les fonds, pas de faire la liquidation à les parties. Parce que quand tu vas au notaire, à un moment ici, la manière habituelle de payer la maison, c'est avec un chèque bancaire. Parce que c'est, tiens le chèque, donnez-moi les clés. Et c'est face en face. OK, il n'y a Mhm. pas qui va laisser l'argent sur un compte et sur ce compte après le notaire va faire la liquidation. Non. Ici, il ne fonctionne pas comme ça. Si tu le demandes au notaire, il te le peut faire. D'accord? Mais c'est un D'accord. service extraordinaire, mais n'est pas l'habitude. Euh, il faut aussi savoir que quelquefois, alors ça peut arriver s'il n'y a pas eu une vérification d'effectuer sur la propriété que vous allez acheter. Lorsque vous achetez une propriété en Espagne, dans l'acte de vente, la maison ou l'appartement que vous achetez, on va prendre plutôt l'exemple d'une maison, la maison est décrite, c'est-à-dire qu'on va décrire combien il y a de pièces, etc., le voisinage, les limites et compagnie. Et admettons que cette maison, vous êtes allé la voir.
et vous avez vu qu'il y avait une piscine, d'accord? Mais le jour de la signature, monsieur ou madame le notaire est en train de vous lire la description et il ne vous parle pas ou elle ne vous parle pas de la présence d'une piscine. Qu'est-ce qui s'est passé? Ben, ça veut dire qu'il n'y a pas eu d'actualisation au niveau de cette construction. La piscine a été construite sans licence. Qu'est-ce qui se passe? Vous signez, vous achetez une maison sans piscine. Pourquoi? Bah, parce que monsieur ou madame le notaire ne va pas venir sur place et regarder la propriété que vous achetez. Ça, ce sont des choses qui peuvent arriver quand des gens achètent, on va dire, sans effectuer de vérification au préalable. Ça veut dire que ce sera à eux de faire cette actualisation et s'il y a des frais qui en découlent, ça sera à eux de le payer. Nous, qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là quand ça arrive? Parce que ça arrive quand même assez régulièrement, les piscines qui ne sont pas, entre guillemets, déclarées, eh bien, on effectue des rétentions et on se charge d'effectuer, on va dire, cette mise à jour au niveau de la documentation de la maison pour que la piscine apparaisse. Ce sont des petites choses, mais c'est quand même important parce qu'on enlève quand même du stress, on enlève aussi des problèmes pour l'avenir. Oui, oui, on mesure à vos interventions différentes, respectives, que c'est quand même très important de se faire accompagner quand on connaît pas bien le marché et quand en plus on ne parle pas la langue. C'est vraiment très important d'avoir un accompagnement adapté avec des gens qui connaissent bien la région et qui connaissent bien les procédures en Espagne, les procédures espagnoles et les procédures particulières aussi à la zone là où on cherche. Oui, Et, disons que c'est quand même un achat à l'étranger. C'est pas un achat dans le pays d'origine, il y a quelques petites différences. Et c'est vrai qu'on recommande toujours aux gens, on va dire, de faire appel à un professionnel de confiance pour cette démarche, parce que quelquefois, ça peut générer des ennuis s'il y a un problème pendant la transaction. Ça peut coûter cher aussi. Alors, faut pas voir le mal de partout, hein. C'est pas toutes les maisons ou les appartements qui ont des problèmes de légalité ou etc., ou de dette. Mais quand ça arrive, ça peut être douloureux. Ou même quelquefois, et nous on l'a remarqué quand on a publié plusieurs articles dans notre blog, ben, on s'est rendu compte qu'il y avait des personnes qui ne savaient même pas que lorsqu'elles achetaient un bien de seconde main, elles devaient payer des impôts, l'ITP, impôt de transmission patrimoniale. Donc c'est là où on s'est dit finalement notre travail est peut-être beaucoup plus utile qu'on ne le pense parce qu'il y a un manque d'information, parce que les gens ne savent pas chercher, parce que les gens ont aussi tendance à faire un peu trop facilement confiance ou à croire tout ce qui s'écrit sur Internet. Mhm, ouais. Et côté financement, est-ce que les banques sont accueillantes pour les francophones ou est-ce que vous conseillez plutôt d'obtenir son financement en France, en Belgique, en Suisse ou enfin là où on habite, ou est-ce que c'est variable selon les cas? Bon, par rapport à tenir un prêt en Espagne, de base, si vous êtes non-résident fiscal en Espagne, le maximum montant que la banque va vous prêter, n'importe quelle banque, c'est dans tous les banques, ça sera 70% de valeur de la maison, sans compter les impôts. Les impôts ne se comptent pas. Ça veut dire que vous devrez apporter les 30% plus les impôts des rapports pour accéder à un crédit. Les taux d'intérêt, c'est très différent entre les banques n'est pas un prix standard que tout le monde demande. Non, il y a beaucoup de différences entre les banques. Mais cette différence peut être assez élevée, comme avoir deux, trois points d'intérêt de différents entre un banque ou un autre banque. D'accord? Évidemment, les banques plus intéressantes, c'est les banques qui fonctionnent en ligne, sont qui te donnent les meilleures conditions de financement. Mais le problème, c'est que pour un non-résident, cette option n'est pas possible. C'est seulement possible pour les résidents fiscaux, niveau fiscaux en Espagne. Et obtenir un prêt dans votre pays, évidemment, et actuellement, notre système bancaire n'est pas assez intégré, bien intégré en Europe, parce qu'on a des grandes sociétés bancaires, mais nationaux, ok, plutôt que pan-européens. Ok, et ça c'est le problème, c'est que, par exemple, un banque français, c'est presque impossible que tu vas financer un bien en Espagne parce qu'il n'y a pas option de mettre une hypothèque. Ok, parce qu'une hypothèque, c'est un droit réel et de garantie sur un bien. Ok, ça c'est pour la banque,
sont garanties de que si ne me rembourse pas, je prends ta maison. Ok. OK, pour un banque français, ne fait pas s'il n'y a pas la licence bancaire en Espagne, actif et courant pour travailler en Espagne. OK? Pour D'accord. te donner un prêt. Et normalement, quand tu passes pour ton banque normal, ton banque commerciale en Belgique, en France, en Suisse, et tu vas à ton directeur, je vais acheter en Espagne, je veux que tu me donnes un prêt. Honnêtement, il ne connaît pas comment, dans quel point commencer. Donc, c'est un perte de temps. OK? Donc, financement, d'un bien, si vous va à faire l'hypothèque, vous voulez que l'hypothèque, c'est sur les biens en Espagne, faire avec un banque en Espagne. Si ça nous a passé d'un client qui a fait l'hypothèque sur ses biens en France pour acheter en Espagne. OK? Bon, ça c'est, comment te dire, à choisir. OK? Voir quelle des deux options, à niveau des conditions de financement, c'est le mieux. Si faire une hypothèque sur ma maison en France ou en Belgique, ou faire directement en Espagne. On conseille, en tout cas, de faire de cette manière, d'accord? De D'accord. séparer, parce que on va dire que les Pyrénées n'est pas seulement une barrière géologique, c'est aussi une barrière de protection de vos finances. Ça veut dire que si je mets une hypothèque sur un bien en France, c'est pour la fin, parce que c'est pour protéger vos intérêts, séparer les intérêts des côté français, côté espagnol. Ok, l'hypothèque, c'est sur les biens en Espagne ou sur les biens en France. D'accord. Bon, mais on a vu pas mal d'aspects. Merci beaucoup. Avant de clore le podcast, j'ai encore deux, trois petites questions. Mhm. D'après votre expérience, quelle est l'erreur la plus fréquente que font les francophones quand ils essaient d'acheter un bien en Espagne? Quelles sont les erreurs commises ou les pièges dans lesquels les gens tombent les plus fréquents? Si on résume en deux ou trois Le- points. les, un des très fréquents, c'est que il y a beaucoup de gens qui nous contactent, qui pensent qu'ici, que l'Espagne, c'est comme un pays surdéveloppé, que vous pouvez acheter avec 100 000 euros en villa avec vue sur mer. Oui, Écoute, oui, oui. ça n'est pas Voilà. la réalité de l'Espagne, hein? Pas du tout, hein? On va Pas dire du que tout. la première erreur, c'est la méconnaissance de la réalité du marché immobilier en Ça, tout Espagne. d'abord. Voilà. Et la deuxième, c'est ne connaît pas rien del coin qui vous va à faire l'investissement. OK? Parce qu'il y a beaucoup de gens qui nous viennent nous parlent de certains coins. Non, ce que j'ai venu en vacances là-bas, c'est aussi joli. Et bon, oui, c'est très, très, très joli. Mais une chose, c'est pour venir passer les vacances. Une autre chose, c'est pour vivre toute l'année. D'accord? Parce qu'il y a certains coins qui, au hiver, ils sont complètement vides. Ou peut-être que le niveau de prix de l'immobilier là-bas, c'est énormément cher, que ça vous va permettre d'acheter une petite chose. Par contre, dans notre coin, dans notre région, vous pouvez avoir quelque chose de meilleur, ok, avec et encore moins cher. Donc, ça c'est une réflexion. L'autre erreur aussi, la troisième erreur qu'on pourrait placer, c'est le fait que les gens vont trop se fier à des photos et à une annonce, sans justement, Eduardo parle de secteur, sans considérer véritablement le secteur. On peut voir de très belles photos de propriété, ça peut donner vraiment envie, mais lorsqu'on arrive sur place, eh ben, on se rend compte que par exemple dans le voisinage, on a une porcherie. C'est pas le meilleur voisinage au niveau des odeurs, C'est etc. sûr. Ne connaît pas, par exemple, la région. Il y a beaucoup de gens qui viennent avec des fausses idées, qui, honnêtement, pensent que, ah, Alicante, c'est bien, l'infrastructure, les autoroutes, mais Murcia, je ne connais pas. Ils pensent que les autoroutes se terminent à la frontière et commencent les chemins de terre. OK? Et on marche avec des chevaux. Non, non, très C'est sérieusement, une sérieuse. ça nous est déjà arrivé où c'est un peu une anecdote qu'on aime bien, on va dire, raconter au coin du feu, même si c'est dur d'avoir un coin de cheminée à Murcia parce qu'il fait tellement chaud même en hiver. Mais ça nous est déjà arrivé qu'un monsieur nous appelle en nous demandant ben, comment ça se passe à Murcia et Oui, dans quel sens. Ben, ils me disent ben oui parce que nous on connaît la Costa Blanca mais bon Murcia c'est quand même la campagne etc. Et j'ai fait la petite plaisanterie en disant ben en fait quand vous arrivez après à Pilar de la Horadada ben là, vous avez que des chemins de terre et on fait tout à dos d'âne. Ah bon? Mais il y a eu un blanc comme ça. Il n'a pas compris que je faisais une plaisanterie parce que pour lui,
ça paraît un peu absurde, mais pour lui, l'Espagne du Sud, oui, c'est un peu c'est comme il l'a connu quand il était plus jeune, peut-être quand il venait dans les années 70 et où c'était quand même assez différent. Et ça, on l'a remarqué plusieurs fois, ça nous est arrivé que des personnes viennent avec des idées et qui nous ne parlent correspond qui pas ne à la correspondent pas. En réalité disant, mais de l'Espagne, hein. quand je suis venue la dernière fois, mais vous êtes venu quand la dernière fois? Ah ben, j'avais 20 ans, mais monsieur, maintenant vous en avez 70. Donc ça paraît un peu comique comme ça. Nous, on veut dire, on est toujours bon enfant, hein, on aime bien taquiner. Alors, Une chose, par exemple, que c'est très, très normal, mais ça passe partout, c'est la pression que les agences te posent pour que tu signes, que tu mettes en réservation et que tu passes, que tu mettes l'argent et tout ça. Écoute, ça, jamais on recommande et jamais on a pressionné à personne pour faire ça, d'accord? Parce que tout d'abord, avant de signer un contrat, je dois être bien compris, bien lire, que tout c'est clair, d'accord, et voir au minimum certaines documentations sur la propriété d'avoir, ok, ou sinon, si c'est le cas, si c'est un petit réservation, qu'il était surveillé pour un avocat, que le contrat, il n'y a pas quelque chose, quelques erreurs. non, non, je te pensando una cosa. Oui, dans ce que dit Eduardo, c'est vrai qu'on a déjà eu des cas de clients qui peuvent se mettre même à pleurer parce qu'en face, il y a une agence immobilière qui va leur mettre la pression en disant ah oui, mais je vais avoir d'autres visites aujourd'hui, j'ai quelqu'un qui est très intéressé. Comme par hasard, la maison que veulent acheter les clients, oh ben, il y a plein de gens qui sont dessus pour l'acheter, d'accord? Alors, on peut pas techniquement reprocher ce genre de choses à une agence immobilière. Ce sont des vendeurs, d'accord? C'est ce qu'on leur apprend à l'école, les forces de vente. Bon, nous, c'est vrai que c'est pas dans nos valeurs. On est plutôt à tempérer les gens. C'est-à-dire que quand on a quelqu'un qui rentre avec nous dans une maison qui dit j'achète, on dit ah, attendez, on n'a pas fini de visiter, on tempère un peu, voilà, on laisse, on va dire, la journée à nos clients pour se décider. Voilà, on sait qu'il y a quand même un moment où on doit un peu se poser et bien penser les choses. Et c'est vrai qu'ici, on peut même vous demander, parce que ça nous arrive avec des clients, des agences peuvent vous demander, donnez-nous de l'argent comme ça. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de contrat, il n'y a rien. Venez et faites un virement ou donnez de l'argent comme ça en cash. Non, surtout pas. Surtout pas. Lorsque vous faites un mouvement d'argent, celui-ci doit être spécifié et doit apparaître dans un contrat. Si c'est un contrat de réservation pour, on va dire, bloquer la maison, si la somme de réservation est de 5 000 euros, ça doit être écrit noir sur blanc que l'acheteur va verser 5 000 euros de réservation, telle date, etc. Ça, c'est très important. Et ça, on l'a vu. Il y a des clients qu'on a eus, pas tous. Euh, on sait que certains de ces clients-là auraient pu céder à la pression et donner de l'argent sans, comme ça, sans contrat, sans rien du tout. Mais bon, nous, on était derrière. C'est pas tout le monde, bien entendu. Ça dépend des personnes. Il y a des gens qui sont beaucoup plus sensibles, comme je vous disais, des gens qui peuvent pleurer. D'autres après qui sont un peu plus, on va dire, avec une tête un peu plus froide. ¿Qué más error podía haber tú? Après, c'est la méconnaissance qui crée des problèmes. Voilà. Mm. Si bien entendu, une personne achète en Espagne et ne connaît pas ses obligations fiscales par la suite, ça peut poser un problème. Parce que lorsqu'Eduardo travaillait dans des gros projets immobiliers, comme il parlait déjà plusieurs langues, automatiquement, lorsque les gens concrétisaient l'achat avec l'agence immobilière, qui ne parlait pas forcément leur langue, ben, ils voyaient en Eduardo, on va dire, un peu une personne qui allait les aider. Le mot sauveur est peut-être trop grand, mais un peu quand même quand c'était des personnes d'un certain âge. Parce qu'ils allaient voir Eduardo et demandaient, ben, qu'est-ce que je dois faire maintenant? C'est-à-dire qu'ils ne savaient même pas ce qu'ils devaient faire après avoir acheté la maison. Et Eduardo disait, ben, vous devez payer votre ITP, impôt de transmission patrimoniale. Ah oui, mais comment on fait? C'était des choses, on va dire, basiques qui doivent se faire, parce que si on ne paie pas son ITP, ça peut poser un gros problème. Il y avait aussi tout ce qui était Tout d'abord que tu ne peux pas enregistrer la maison à ton nom. C'est voilà. la première chose. Ça, c'est une Et chose. après, comme tu passes les 30 jours, il te va venir avec un amende, mais un amende avec sanction, infraction Mm. grave. Ça va dire que le montant de la sanction, c'est bien élevé. Voilà. Donc ça, c'est par exemple, Pour ne faire pas son temps dans les délais de 30 jours. Seulement avec un jour de délai, sanction, infraction grave.
Oui, OK? Et c'est en 20% des montantes. Donc, en 20% de quelque chose que c'est peut-être 20 000 euros, 30 000 euros d'impôt d'achat, Ça fait, ouais, c'est douloureux, tu c'est douloureux. fais oui, 6 000 euros. Mm. Donc, OK? on va dire, voilà, c'est la méconnaissance qui est une erreur, les méconnaissances au niveau de la fiscalité et les obligations qui en découlent. On parle aussi, par exemple, de l'IRNR, qui est un impôt qui va concerner les personnes qui mettent leurs biens immobiliers en location, ou alors des personnes qui sont propriétaires, mais qui n'habitent pas en Espagne. Et ça, on a remarqué, parce qu'on n'était pas du tout au courant, qu'il y avait énormément de personnes qui ignoraient l'existence de cet impôt. C'est-à-dire que quand on a publié notre vidéo et notre article sur l'IRNR, on a reçu plein de mails de gens qui disaient mais ça fait 10 ans que j'ai acheté ou ça fait 5 ans que j'ai acheté, mais qu'est-ce que c'est? Est-ce que je vais avoir des problèmes, etc. Est-ce que vous pouvez nous aider? Ben oui, mais parce que jamais personne ne leur en a parlé et eux-mêmes oui. n'avaient peut-être pas fait non plus la démarche de se renseigner. Donc oui, on va dire la méconnaissance fiscale est une erreur. Oui, et considérez qu'ici en Espagne, les agences immobilières ne sont pas titulées avec comme agent. D'accord? Ici en Espagne, il n'existe pas la titulation obligatoire pour travailler comme agence immobilière. Tout le monde peut travailler comme une agence immobilière. D'accord? Donc, évidemment, pas tout le monde il est en profonde connaissance des obligations fiscales et même des impôts à payer sur l'achat. Et ça nous a passé avec un achat qu'on a fait en 2000, début 2024. Ah, sì, lo puedo contar? Oui, tu peux. Oui, ce sera C'est une plus. agence polonaise. Une Les agence vendeurs, c'est un Polonais. Et l'agent qui l'a représenté, c'est un Polonais. Mais il ne connaît pas les et, implications fiscales que son client, comme vendeur non résident, s'applique ici en Espagne, d'accord, parce qu'il y a des implications fiscales et c'est à la peine de l'acheteur de pratiquer de rétention et de liquider ces impôts. OK? Et D'accord. sinon, le trésor public, il va aller contre l'acheteur, pas contre le vendeur. Mhm. Et comme l'agence n'expliquait pas à son client de toutes les obligations fiscales que pour la loi, il doit de faire, ça va dire, on doit de Mhm. retenir sur les prix de vente pour faire toute cette liquidation. Il n'expliquait pas. Le vendeur, il a vu la liquidation et l'échec. Il a dit non, il me manque de l'argent. Pourquoi tu mm, m'as quitté ce montant d'argent? On lui expliquait, monsieur, parce que c'est les impôts normaux qu'on doit faire, comme ça. Il dit que non, je ne veux pas, parce que n'est pas notre faute, c'est la faute du côté vendeur ou de l'assistant de vendeur qui n'informait pas de las implications fiscales. Mhm. parce qu'en fait, bon, ben, cette agence immobilière, on l'a dit après, quand on a pu sortir de ce problème, parce que ça a été un véritable problème, hein, Bordeaux, on a eu un énorme coup de stress. Oui, 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 le mot honte, oui, il faut dire les choses. Mais parce qu'en fait, on se met à la place du vendeur. Lui, il pensait avoir une certaine somme sur son compte, et là, Mhm. on lui apprend qu'il a des obligations fiscales. Et le pire dans l'histoire, c'est que en fait, l'agence immobilière voulait charger ses obligations fiscales à l'acheteur. Et c'est ça qu'on s'est dit après avec Eduardo, on dit mais on a regardé, on dit mais cette personne elle vend des maisons à des étrangers et on a compris, ça veut dire que les gens qui achètent avec elle, eh ben, sont en train de payer les impôts du vendeur, donc c'est pas juste. Mais Mhm. après cette agence, enfin la propriétaire de l'agence a reconnu, elle a dit ben je ne savais pas que ça se passait comme ça. Vous ne savez pas que ça se passait comme ça, c'est très grave. En fait, c'est grave. Là, on est en train de parler de ben, oui, oui, bon, c'est une avanie, quoi. Il faut dire les choses. On peut pas Mhm. se lancer dans l'immobilier en ignorant des choses aussi basiques et simples. Mais comme dit Eduardo, comme la profession est ouverte à tous et à toutes, ben, soit ça permet à des personnes d'avoir une nouvelle opportunité dans la vie, ça a été mon cas. Donc, ben voilà, moi je me suis mis à apprendre, à étudier, parce que j'ai voulu donner de mon mieux. Je continue encore d'apprendre. Même Eduardo, avec son expérience, vous le dira, on est toujours étudiant. Mais d'autres personnes n'ont pas cette démarche et vont se contenter de prendre des propriétés, les annoncer et les vendre. Pourquoi? Ben parce qu'en fait, en Espagne, vous ne pouvez pas porter responsable en cas de problème une agence immobilière. Donc ben, ça aussi, ça ouvre la porte à des dérives. Mais on va dire que des fois, ce n'est pas volontaire cette méconnaissance, c'est simplement de la méconnaissance, c'est pas volontaire de ne pas dire la vérité aux clients, hein, Mhm. d'accord? Oui, Il faut pas non plus dire que les gens sont tous mal intentionnés dans l'immobilier. Mais il y a quand même des choses que nous, on trouve basiques
des choses que n'importe quel agent immobilier devrait connaître. Dernièrement, on a demandé à un agent immobilier un numéro de finca registral, donc c'est quelque chose de simple comme tout, et la personne en face de nous ne savait pas ce que c'était. On parle d'un agent immobilier quand même, D'accord. c'est un peu Mhm. alertant. Il n'y a pas une chose plus basique que ça. Ou par exemple, il doit y avoir certaines connaissances des règles, pas un grand connaissance des règles urbanistiques, mais parfois, les propriétaires, ils font des constructions sur la propriétaire qui n'avait pas sa licence, mais qui sont des éléments qui sont des infractions urbanistiques. OK? Et je dois d'analyser pour savoir si les constructions, il est déjà dénoncé, il est en période qui n'a pas prescrit les délits d'infraction urbanistique et il peut être sanctionné parce qu'évidemment, ce sont des facteurs à tenir en compte parce que, par exemple, on a fait quelques 2 mois avant, 1 mois et demi avant, en visite pour une maison très bien décrit, la maison jolie, mais j'ai vu qu'il y a des éléments qui, je suis presque sûr presque sûr qu'ils ne sont pas légaux selon la règle urbanistique actuelle de la région. OK? Donc, j'ai analysé les historiques satellitaires pour savoir combien des éléments qui sont infractionnables il peut être, la mairie peut actuer contre ces éléments, ok? Et finalement, il y a 3 éléments au total. Deux, il a prescrit pour l'ancienneté, et le troisième, il est dans la période de la période de sanction. J'ai mesuré et avec les tableaux qui m'a donné la mairie et le montant possible des sanctions pour informer à l'acheteur, monsieur, si vous achetez une maison, cet élément, si quelqu'un, ou même la mairie, fait une dénonciation sur cet élément, ça va vous faire amende avec un minimum de cette montant. OK? Normalement, si on découvre quelque chose, on discute avec ou bien le vendeur, ou bien les représentants du vendeur, monsieur, je retiens cet montant jusqu'à le moment de prescription et après, je vous rembourserai, ou sinon, je verrai comment on va régler Mhm. cette souci. Sont toutes ces petites choses que normalement, Oui, les agences immobilières ne le font pas, ça, en fait. en Ouais. Espagne, on disait, el diablo está en los detalles. Le diable est dans les détails. Ouais, on le dit en français aussi. Mais, Bon, après, il faut pas voir le mal partout non plus, non. hein. Nous, on vous présente les schémas et situations, on va dire, catastrophiques, parce qu'on est partisan de mieux vaut prévenir que guérir. Mais bien entendu qu'il y a des transactions qui se passent bien. Ça nous arrive aussi. Mhm. Pas de drame partout. Non. Donc, si je résume sur les grandes lignes de ce que vous avez partagé avec nous, si je devais retenir 3 points, je dirais que le principal, c'est de bien se renseigner en amont sur où on veut aller et comment fonctionne non seulement l'immobilier là où on va, mais aussi la région, les alentours, tout l'environnement du bien qu'on veut acheter. Il faut faire un bon due diligence, comme on dit les Anglais. D'accord? Il faut Exact. faire bien. Et le problème ici, et c'est pour ça qu'on a créé notre société, parce que je l'ai vu depuis 10 ans, des années de travailler avec tous les agences de la région, il manque de professionnels qui avec un profond connaissance de qu'est-ce qu'il y a en face, ok? Quel type de maison, quelle règle urbanistique, quelles implications fiscales il y a cette maison, d'accord? Quelle région, quel coin, quel village, etc. Mm. D'accord. Le deuxième point, je dirais que c'est prendre son temps, ne pas se laisser mettre la pression par des agences un peu mal intentionnées ou qui font juste leur travail de vendeur, mais prendre son temps, savoir ce qu'on veut, se décider rapidement, mais pas trop. Et le dernier point, celui que je retiens le plus, c'est l'importance de se faire accompagner par des gens qui soient à la fois expérimentés, compétents de par leur connaissance de la région, du terrain et du marché de l'immobilier, et surtout qui partagent les mêmes valeurs d'honnêteté et de vouloir faire les choses bien et dans les règles au lieu de vouloir les faire vite. Je résume bien? Oui, et
je dois dire autre chose. Un conseil à tous les acheteurs comme on dit en espagnol, eh, aguanten la tentación. Résister à la tentation. Non, on n'est pas sur du Oscar Wilde Aguanten la pasión. ni du Casanova, le meilleur moyen de... On vient, on dit, ah, j'ai un coup de cœur sur la maison. Tiens, l'argent. Chut. Calme. Hein. Il faut boire avant, ok? Parce que sinon, il faut boire. D'accord. Bien la passion. Et du coup, après tous ces renseignements, je pense que y a des gens, Alexei et Eduardo, qui vont vouloir vous retrouver. Où est-ce qu'on peut vous retrouver? Comme sur les réseaux, sur le blog, vous avez parlé d'un blog aussi. Je mettrai tous ces renseignements dans les notes de l'épisode. Mais je vous laisse nous dire où on peut vous retrouver, comment on peut vous contacter si on a envie de travailler avec vous et d'acheter un joli bien immobilier dans la région où vous travaillez. Alors en fait, vous pouvez nous retrouver sur notre site web www.retraiteenespagne.com. C'est d'ailleurs à l'intérieur de ce site web que vous trouverez plusieurs catégories, donc celle qui est notre présentation, nos services, mais également la rubrique blog où vous trouverez plusieurs types de blogs. Visitez Murcia, visitez Alicante, visitez Almeria, mais aussi des choses un peu plus, on va dire, sérieuses, donc en relation avec les démarches administratives, la fiscalité, etc. Vous pouvez également nous retrouver sur les réseaux sociaux, par exemple Facebook, au travers de Facebook via Retraite en Espagne. On est aussi présent sur YouTube où on publie quelques fois, on va dire, des vidéos. Et nous avons aussi un groupe Facebook. Un groupe Facebook très actif. Moi, c'est par la page Facebook que je vous avais trouvé initialement il y a quelques années déjà. Et je trouve que le groupe est très bienveillant et étant à la fois. Et c'est rare d'avoir un esprit aussi bienveillant. Il y en a quelques-uns des groupes, mais il y a beaucoup de groupes où il n'y a pas ce sérieux et cette bienveillance entre les administrateurs et le reste du groupe, toute la communauté. Et voilà, je trouve ça chouette. Donc c'est bien d'aller faire un tour si vous voulez. Ça n'engage à rien, mais c'est très chouette. Merci, tout le monde est le bienvenu. Nous, c'est vrai qu'on est un peu derrière pour surveiller que tout se passe bien, parce que c'est important pour nous. Voilà, c'est quand même un blog d'entraide, un groupe d'entraide, pardon, et ça figure même dans le nom de notre groupe. On est là pour s'entraider, pas pour autre chose. Donc oui, la bienveillance est de mise. Oui, mais c'est pas le cas partout, donc c'est bien de le signaler aussi. Et je pense que ça correspond aussi à l'esprit des gens qui viennent sur le blog d'espagnol et sur le podcast. Donc c'est pour ça que je me permets de le signaler. Top. Bon. Ok. Mais merci beaucoup en tout cas pour votre temps, pour toutes les informations que vous nous avez communiquées. Moi, j'ai appris plein de choses en tout cas. Et c'était super chouette. D'accord, merci beaucoup Myrène à toi et puis également à tes auditeurs pour leur écoute. Merci à tous les deux et à très bientôt. Et voilà, merci encore à Eduardo et Alexei qui nous ont partagé une quantité d'informations et de valeurs assez considérables tout au long de cette heure passée ensemble. Merci pour votre générosité à tous les deux. Si tu as encore des questions ou que tu n'as pas trouvé tous les éléments qui t'intéressaient, n'hésite pas à venir les poser sur le blog dans l'article associé à cet épisode. Tu trouveras le lien dans les notes de cet épisode de podcast. Tu trouveras également les liens du YouTube, du blog et de la page Facebook de Alexei et Eduardo. Tu peux les contacter si tant est que le logement que tu cherches soit dans la zone qu'ils couvrent. N'hésite pas à me faire part de tes impressions. On se retrouve jeudi prochain pour un nouvel épisode. Et en attendant, cuídate y hasta luego.